Je crois pouvoir vous dire que je paie beaucoup d'impôts. La priorité, c'est la réduction des déficits. Il faut absolument que l'État réduise son train de vie. La détermination du gouvernement, elle est intacte. Et nous réduirons le déficit, voire mieux. Quand les banquiers privés disent aujourd'hui, aujourd'hui la dette c'est un problème public. C'est sûr c'est un problème public. On a absorbé votre dette à vous et le bazar que vous avez fabriqué. Il y avait eu des promesses à l'époque, on avait dit, vous allez voir, cette mondialisation, ça va être, on parlait de percolation, ça voulait dire que la richesse allait d'abord être formidable, et puis bien s'étaler pour tout le monde allait en profiter. Là, c'est flagrant. C'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Une banque, c'est quelqu'un qui prend de l'argent à 1% ou 2% et qui le reprête ensuite à 3, 4, 5, 6, 10, 15 ou parfois plus. On commence par vous prêter de l'argent, et puis après vous ne pouvez pas rembourser, on augmente les taux, et à la fin on vous prend votre chemise. J'ai du mal à penser que lorsqu'on a mis en place ces politiques publiques, on n'ait pas réfléchi à l'époque à qui allaient être les perdants, qui allaient être les gagnants. 225 personnes qui ont l'équivalent du revenu de 2,5 milliards d'êtres humains, la monnaie n'est plus au service de l'échange. C'est de l'argent qui est au service de la domination. La question de la dette publique est au moins aussi vieille que la cérémonie d'ouverture de séance à l'Assemblée nationale. Depuis les premières assemblées, l'argent manque et le verdict est sans appel. L'État dépense trop. Il doit réduire ses déficits et payer sa dette. Les journalistes d'aujourd'hui enregistrent ce discours d'hier et d'avant-hier comme un scoop de l'actualité économique. Pour notre pays, augmenter les impôts, casser la croissance, ne pas réduire les dépenses de l'État, tout ça va à l'encontre des intérêts de notre pays. Ici, tout le monde fait semblant de croire à un remboursement possible qui justifie tous les sacrifices. Certains députés ont pourtant un peu plus de curiosité que d'autres, comme Jean-Pierre Brard, ancien député de la Seine-Saint-Denis. Inquiet du cercle vicieux dans lequel la dette plonge le pays de façon quasi permanente, il demande en 2009 la création d'une commission d'enquête sur la question. Il rédige une proposition de résolution et invite les députés à soutenir le projet. Est-ce que ça a été plutôt accueilli favorablement ou... D'abord, ça ne faisait pas la queue pour soutenir la démarche, sauf mes camarades de groupe, évidemment. Là, il n'y avait pas de difficulté. Mais pour les autres, il y a des discours, mais ça reste des discours platoniques. C'est comme l'amour, vous savez. Dénonçant la petite musique habituelle sur la nécessité de réduire la dette, la résolution propose d'examiner son caractère légitime et envisage un allègement par une annulation partielle. Une idée qui fait bondir les banquiers. Le projet ne sera pas inscrit à l'ordre du jour. Bien sûr, il y a des pressions. Alors, ce n'est pas sur tel ou tel projet seulement. Vous avez les banquiers qui organisent des déjeuners, des dîners, où on essaie de vous circonvenir et pour vous présenter l'inacceptable comme l'inévitable. Je peux vous dire qu'au moment de l'affaire de la Grèce, j'ai une discussion avec Jérôme Cahuzac, qui était mon président de commission des finances à l'époque. Et donc, on a un échange comme ça, informel, et il me dit, on va encore financer les banquiers. Et j'ai dit, oui, ça, tu as raison, mais alors, tu votes contre, comme moi. Il dit, non, on ne peut pas faire autrement. Elle se ferait sentir immédiatement et qu'on aurait une dévaluation également immédiate de notre monnaie qui nous conduirait à la catastrophe. De quoi est réellement faite la dette publique ? À quelle loi économique les députés obéissent-ils quand il s'agit du premier poste de dépense de la nation ? Chaque année, 50 milliards d'euros sont payés au titre des intérêts de la dette. À qui ? Et à quel prix ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, la Cour des comptes a mis en évidence dans un pays comme la France qu'il y avait eu 100 milliards d'exonérations fiscales de toute nature au cours, par exemple, des 10 dernières années. Qui bénéficie de ces exonérations fiscales ? Les catégories les plus riches. Avec ce revenu supplémentaire, elles vont pouvoir prêter, et notamment prêter aux États.
Donc elles payent moins d'impôts, elles gagnent une première fois, et avec ce supplément de revenus, elles vont pouvoir prêter notamment aux États, et elles vont recevoir les intérêts de la dette. Donc elles gagnent 2 fois. Les catégories les plus modestes, c'est le contraire, c'est la double peine. Elles ont perdu une première fois parce que moins d'impôts, ça veut dire moins de services publics, moins de transferts sociaux. Elles ont perdu une première fois. Et elles perdent une deuxième fois parce qu'il faut aller payer les intérêts de la dette comme contribuables. Et à ce moment-là, elles payent une deuxième fois. Donc le mécanisme de l'endettement est en fait un mécanisme qui creuse les inégalités. Devant l'énormité des sommes en jeu, les ONG se mobilisent. Les conférences sur la dette publique font salle comble. L'idée d'un audit fait son chemin. Prêter directement aux États, c'est plusieurs centaines de milliards au niveau de l'Europe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de monde qui est venu. C'est des simples citoyens. Cette question de la dette qu'ils entendent tous les jours à la télévision les interroge. Il y a un matraquage médiatique et politique sur cette question. Et donc, ils viennent ici pour essayer de comprendre tous ces mécanismes. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de penser que même en situation de crise ultime de l'euro, l'Allemagne n'est pas encore prête à accepter l'intervention massive d'une banque centrale. Je viens ici chercher des informations que je ne trouve pas ou que je ne comprends pas forcément quand ça passe dans les médias. Je veux bien soigner, on va dire, les problèmes au quotidien des personnes pauvres, etc. Mais je veux bien comprendre les causes qui conduisent à ça, quoi. Aujourd'hui, la question de la dette, utilisée par les pouvoirs en place au niveau mondial et en particulier européen, elle sert à la mise en place de politiques d'austérité. Mais pour démontrer cela, il faut qu'on démontre aussi comment a été constituée la dette, de quoi aujourd'hui elle est constituée, et quelles sont les alternatives possibles à ce système-là. Aux côtés de Attac, le collectif pour l'annulation des dettes du tiers-monde se bat pour faire annuler les dettes contractées par les pays pauvres aux dépens de leur population. Forte de son expertise, l'ONG attire aujourd'hui l'attention sur les points communs entre dette du tiers-monde et dette des pays d'Europe. Le premier point commun, c'est les détenteurs de cette dette. Parce qu'on s'aperçoit de manière générale, de manière globale, que ce sont ces fameux marchés financiers, donc ces banques privées, ces fonds d'investissement, ces compagnies d'assurance, qui possèdent la dette de nos États au nord et la dette des pays du sud. Donc les créanciers sont les mêmes. Et le deuxième point commun qui est absolument frappant aujourd'hui, c'est les mêmes mesures que les gouvernements ont dû appliquer à la lettre sous surveillance du FMI et de la Banque mondiale, c'est-à-dire privatisation, licenciement dans la fonction publique. Donc là, ça nous ramène complètement à la situation qu'on vit actuellement dans les pays du Nord et qui, à chaque fois, est légitimée par cette dette. Donc on n'a pas le choix, cette dette est là, donc il faudrait appliquer ces mesures d'austérité. Donc il faut s'interroger sur la validité de cette dette, la légitimité. À qui a-t-elle profité ? Est-ce qu'elle a profité à la population, à l'intérêt général? Si ça n'a pas été le cas, c'est une dette illégitime qui doit donc être mise en cause, en d'autres termes, qui ne doit pas être payée par la population. La crise grecque révèle aux Européens que leurs États sont dans la main de créanciers sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir. On n'a pas encore réglé le problème grec. Parce que Mme Merkel voulait que les banquiers privés prennent leur part, parce que la Banque centrale européenne ne voulait pas y mettre la main. Et le problème grec, qui n'est pas au départ un énorme problème par rapport à l'ensemble de la zone euro et a fortiori de l'Union européenne, est devenu un problème politique maintenant. Je pense que la crise grecque a pris cette ampleur, d'une certaine manière, à cause, pas seulement de la BCE, à cause des autorités de l'Union européenne, de la gouvernance de la zone euro. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là? En cas de difficulté financière d'un pays, les autres ne peuvent pas venir à son secours. Et que ce pays doit gérer ses dettes ou ses problèmes tout seul. C'est la clause de non-solidarité.
Bien. Quelle est la logique de cette clause de non-solidarité? Elle a été largement imposée par l'Allemagne. C'est l'idée qu'il ne faut pas encourager les pays à être dépensiers, donc on inscrit dans la Constitution qu'il n'y aura pas de solidarité à leur égard. Cette interdiction de mettre la Banque centrale au service des États a été inscrite dans le traité de Maastricht, signé en 1992. C'est l'article 104. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la communauté. Un des travers de ce traité, c'est de mettre les dettes publiques dans la main des marchés financiers. C'est de dire, de toute façon, il faudra que vous passiez par les marchés financiers parce que vous ne pouvez pas vous financer autrement. La Banque centrale ne vous achètera pas vos titres. Jamais. Jamais. Pas fait ça pour rien. Il y a une idéologie là derrière. Et l'idéologie, c'est que c'est les marchés qui peuvent discipliner les États. C'est-à-dire, sachant que les États devront, pour leur financement, passer par les marchés, et que les marchés ont le gros bâton de dire taux d'intérêt à 18% ou on ne vous finance pas, d'accord, on se dit, ah, ça va discipliner les États. La punition, c'est le taux d'intérêt. Elle est infligée par les agences de notation, qui montrent leurs préférences et influencent le taux auquel le pays empruntera. Quand les Grecs proposent un référendum sur leur dette en 2011, leur note est baissée. Les licenciements dans la fonction publique ou la privatisation des services publics sont, eux, interprétés comme des signes positifs. Si la dette submerge un État, il doit payer davantage. Il n'y aurait pas d'autre alternative. Dominique Hollard travaille au cabinet des médailles à Paris. Pour ce numismate, spécialiste de l'Antiquité, les crises monétaires sont fréquentes au cours de l'histoire. Mais la situation actuelle est un peu curieuse. La Grèce en tant que pays devrait de l'argent à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Union européenne, au Japon. Non, elle doit de l'argent à des banques privées qui lui ont prêté de l'argent à des taux qui peuvent être considérés comme quasiment usuraires, argent que ces banques n'avaient pas, mais qu'elles ont pu prêter en empruntant à des taux très bas sur de la finance publique mis à leur disposition par les États européens. Vous voulez dire que ce sont les États qui ont financé les banques privées, qui ont refinancé les États derrière? Absolument. Par rapport à la crise actuelle, là où un Romain sera extrêmement surpris, ou un empereur, ou même un banquier romain, c'est le fait que des États entiers, et des empires entiers, parce que les États-Unis, par exemple, sont à la taille d'un empire, soient désormais, ne soient plus maîtres réellement de l'outil monétaire. Cette chute, cette perte de la main publique, de la res publica, de l'État, sur le contrôle des flux, je crois que c'est ce qui est le plus incompréhensible pour un homme de l'Antiquité s'il voyait ça de nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, qu'en dernière analyse, ce soit un groupe mystérieux d'investisseurs sans visage qui puisse ruiner une économie sans que l'État, avec sa majesté d'État, puisse y faire quoi que ce soit. Mais jusqu'où les créanciers privés peuvent-ils saisir les biens publics? Pour éviter l'asphyxie, les États ont largement usé du défaut de paiement au cours de l'histoire. Il y a eu des cessations de paiement partielles ou totales d'États à maintes reprises. Vous remettez les compteurs à zéro et une fois que vous êtes revenu à la base de l'économie réelle, parce que vos usines, si elles doivent produire, elles produisent. Vos champs, si le blé doit pousser, il pousse. Que vous ayez payé vos dettes ou pas. En repartant de l'économie réelle, on peut reprendre ensuite posément les dossiers de dette les uns après les autres et régler au moins une partie de l'endettement, celui qui fait sens, celui qui en plus est le plus justifié du point de vue de la puissance publique à payer. Voilà. Mais là, on a l'impression d'une course folle, où on a l'impression qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait cessation de paiement, et en même temps, on fait tout pour gonfler cette bulle spéculative qui provoque ces situations où les États vont se retrouver en cessation de paiement. Alors, comment on en sort ? La faillite d'un État est le cauchemar de la Banque centrale européenne, qui redoute un effet domino dans la zone euro. Alors pourquoi n'est-elle pas intervenue plus tôt pour sauver la Grèce ?
La banque centrale, c'est elle qui crée, la monnaie centrale, hein, celle qui crée vraiment les billets. Ça, c'est ce qui va dans le public directement. Et puis, elle donne aussi des ressources financières aux banques. Hein. Les banques, elles reçoivent des dépôts. Mais en même temps, elles doivent toujours, selon les règles, avoir une petite partie de ces dépôts qui sont auprès de la banque centrale. Plus la monnaie centrale, plus la monnaie donnée par la banque centrale dont disposent les banques est importante, plus les gens ont confiance et plus les banques peuvent distribuer de crédit. D'accord ? Lorsque la banque centrale se met à émettre beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidités dans le système, ça veut dire qu'à partir de là, les banques peuvent distribuer elles-mêmes et créer elles-mêmes beaucoup de monnaie. Et donc les Allemands disent, si vous créez beaucoup de monnaie, si la Banque centrale crée beaucoup de monnaie et que ça permet aux banques de distribuer beaucoup de crédit, eh bien, les gens vont se mettre à acheter en veux-tu, en voilà tout style de produits. Et le fait que cette demande va être extrêmement forte, ça va faire monter les prix. Parce qu'en face, une offre, ça ne réagit pas comme ça. Donc, ça va faire monter les prix. Et une fois que vous avez commencé à faire monter les prix, les syndicats vont dire, les prix montent et pas mes salaires. Donc, il faut que vous augmentiez les salaires. Donc, on rentre dans un cercle vicieux d'augmentation immaîtrisée de l'inflation. Et ça, c'est une crainte allemande qui joue beaucoup. En invoquant le risque de l'inflation, la Banque centrale refuse d'injecter de la monnaie dans la Grèce en faillite. Son indépendance face au Parlement européen lui permet de faire la sourde oreille aux appels au secours. Et ses dirigeants ont beau écouter l'hymne à la joie, ils sont partisans d'une politique monétaire des plus austères. Député européen de 2009 à 2012, l'écologiste Pascal Canfin a passé 3 ans à la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Il a été confronté à l'orthodoxie monétaire des experts de l'Union. Leur analyse, c'est que le contrôle de l'inflation, par tous les moyens, c'est la clé d'une société démocratique. Et donc, pour faire ça, il ne faut pas laisser aux États la possibilité de manipuler les prix. Donc une banque centrale indépendante qui a comme objectif unique la limitation du taux d'inflation, sachant qu'aux États-Unis, non seulement elle n'est pas indépendante, mais qu'elle a 2 objectifs, la croissance et l'inflation. Donc on est dans un cas européen qui est atypique au niveau mondial. C'est vraiment la duplication du cas allemand. On a petit à petit privé les États des différents outils qui étaient à leur disposition pour contrôler, contribuer, co-gérer la création monétaire, pour en faire quelque chose qui relève exclusivement du dialogue, en quelque sorte, entre les banques privées et un seul acteur indépendant, statutairement, des États, qui est la Banque centrale européenne. Elle est en Allemagne, ce n'est pas un hasard. Elle a été voulue avec ces statuts-là par les Allemands, ce n'est pas un hasard. C'est le spectre de la grande inflation des années 20, la République de Weimar, où du soir au matin, ou plutôt du matin au soir, quand vous sortiez de votre travail après une journée de travail, le niveau général des prix avait pu doubler dans la journée. Il fallait, vous connaissez les images, les gens qui allaient chercher les denrées dans les magasins, chez les commerçants, avec des brouettes remplies de billets de banque, les billets de 1 million, puis 10 millions, puis 100 millions, puis 1 milliard, 10 milliards de marques, etc. La fuite accélérée devant la monnaie. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fait tourner la planche à billets pour payer la dette insurmontable réclamée par les Alliés. L'hyperinflation qui s'ensuit est accusée d'avoir préparé le terrain à l'élection d'Hitler. Ces heures sombres de la Banque centrale allemande hantent encore ses experts. Ça a été un traumatisme majeur pour l'Allemagne, parce qu'ils ont lié ça, alors qu'il n'y a pas de lien direct, après, avec la suite de la grande crise, puis la guerre et l'économie de guerre, et du coup, l'orthodoxie budgétaire et l'orthodoxie monétaire, ne pas faire trop de monnaie et ne pas laisser les prix déraper, est une volonté politique absolue de l'Allemagne qu'elle a imposée à tous ses partenaires dans l'euro. Ça a surtout conditionné la façon dont l'Allemagne a voulu gérer cette crise de la dette publique européenne. Elle l'a fait avec ce souvenir, effectivement, de à chaque fois qu'on crée trop de monnaie, ça se finit toujours dans l'inflation. Elle l'a fait aussi avec le souvenir de la façon dont l'Allemagne s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire un libéralisme qui doit respecter des règles extrêmement précises. Et une fois qu'on a les règles, on les respecte toujours. Et entre cette crainte
du fait que toute intervention de banque centrale va se terminer affreusement dans l'inflation, et de l'autre côté le fait qu'une fois qu'on a une règle, on la respecte scrupuleusement, eh bien ça a conduit l'Allemagne à imposer au reste de l'Europe, et en relais avec Nicolas Sarkozy en France, à dire que, la Banque Centrale Européenne ne devait pas aider les États au moment de leur crise de dette, et que 2, les États s'étaient engagés lors de la construction de la monnaie unique à maîtriser leur déficit et leur dette publique, et donc la seule façon de s'en sortir quand on a une crise, c'est de faire de la vertu budgétaire généralisée. À l'inverse des autres banques centrales, les gouverneurs de la Banque Centrale Européenne s'obstinent à refuser de financer directement les États. Les marchés en déduisent un possible défaut des États de la zone euro, puisque la BCE refuse de jouer les garants en cas de problème. Les taux d'intérêt demandés à la Grèce grimpent en flèche. La BCE vient de créer les conditions idéales pour une spéculation sans limite sur la dette des États de l'Union. Vous achetez des contrats à terme, donc en fait vous achetez, voilà. Et là... Philippe Murer est un ancien des salles de marché. Il s'est aujourd'hui reconverti dans l'enseignement, où il explique les mécanismes sous-jacents à la crise. Et donc vous voyez, pour travailler sur de la dette italienne, si vous voulez travailler sur de la dette italienne, donc là j'ai mis combien? J'ai mis 1 milliard, il me faut une marge de 34 millions d'euros. Vous pouvez travailler, investir 1 milliard d'euros en n'en ayant que 3%. Il vous suffit de 3% de cet argent pour investir. Donc vous pouvez manipuler avec peu d'argent, manipuler les marchés, travailler les marchés de façon complètement excessive. L'État italien n'a pas le droit d'emprunter, mais vous, en tant que spéculateur, si vous travaillez en tant que spéculateur sur la dette italienne, vous avez le droit d'emprunter. Et au bout d'un moment, quand les taux d'intérêt deviennent trop importants, sur l'Italie, on a frôlé le cas grec. Quand les taux d'intérêt montent à un niveau trop important, ça devient autoréalisateur, puisque la dette est importante et en plus vous payez très cher. Donc c'est fini, vous ne pourrez jamais rembourser. Il faut quand même comprendre que dans les marchés, la dette des États est normalement un taux sans risque. Moi j'ai beaucoup de problèmes d'ailleurs. Tous les livres sur les marchés financiers vous parlent de la dette d'État comme un taux sans risque. J'ai un vrai problème pour enseigner à la Sorbonne mes cours de finance, puisqu'on parle tout le temps de taux sans risque. Ce n'est plus un taux sans risque, puisqu'on voit que les États peuvent faire faillite. Maintenant, le taux sans risque n'existe plus. Les États sont-ils le dernier joujou à la mode des marchés financiers ? En faisant tomber cette barrière ultime qu'est la confiance dans l'État, plus aucune valeur n'est jugée sans risque. Et le risque, c'est le moteur de la finance. Le risque d'une faillite de la Grèce va doper les taux d'intérêt auxquels le pays emprunte. Pour les emprunts à 5 ans, ils passent de 4% en juillet 2008 à 15% en juillet 2010, puis 20% un an plus tard, pour atteindre 28% en 2012. Ce risque génère de nouveaux contrats d'assurance, comme les CDS, qui viennent s'ajouter à la liste des produits spéculatifs. Chaque nouveau risque est comme un nouveau terrain de jeu pour les traders. Tant qu'on n'a pas, d'une part, créé un contre-pouvoir en matière de société civile, et tant qu'on n'a pas fait des réformes structurelles sur les marchés financiers, par exemple pour dire vous ne pouvez pas assurer un risque que vous n'avez pas, pour dire si vous êtes une banque et que vous financez un fonds spéculatif, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir la garantie des États, etc. Un certain nombre de mesures structurelles, on est finalement dans un système financier qui n'a pas suffisamment changé par rapport aux dérives des années 2000. Sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers avant la faillite de Lehman Brothers en 2008, sur ces 3200 milliards, 97,3% exactement, ne correspondaient pas à des biens et des services réels. C'était de l'économie spéculative qui tournait sur elle-même. Wall Street, c'est-à-dire New York, a versé à ses traders, managers, etc., 140 milliards de dollars pour une année, pour quelques milliers de personnes, sous forme de bonus, dividendes. C'est la moitié de la dette grecque. Et ce qu'on a développé, c'est ce qu'on peut appeler la planche à billets privée. Et les excès de la planche à billets privée ont été encore bien pires que les excès de la planche à billets publique. On a prêté 500 milliards d'euros aux banques à 1% à 3 ans.
En décembre, la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne reprête 500 milliards d'euros aux banques a priori fin février. Et tout ça aurait pu être investi dans des projets rentables pour l'Europe et surtout qui permettent de la croissance et qui permettent aux gens de se sortir du chômage. La planche à billets, en réalité, tourne à plein régime. Depuis le lancement de l'euro, la masse monétaire a augmenté 4 fois plus vite que le PIB de la zone euro. Mais cet argent, même s'il est escorté par les États, n'est plus la monnaie de l'État. Le choix de financer les banques privées plutôt que les États ne choque pas les économistes les plus orthodoxes. Dans les médias, rares sont ceux qui s'aventurent à mettre en cause ce dogme néolibéral. L'économiste Bernard Maris est une exception dans ce petit monde des experts. Ok, on y va, nous. Hein. Allez-y au boulot, là. Merci, Bernadette. Chroniqueur à Charlie Hebdo et à la radio, il plaide résolument pour une intervention des banques en faveur des États. À tous. Bernard Maris, l'encadreur de personnalité. En décembre 2011, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, nomme Bernard Maris conseiller général de la Banque de France. Faut dégraisser. Vous voyez, alors au Maroc, les gens sont maigres, je les paye 240 € par mois. Il est bien placé pour connaître le système monétaire. Et quand on lui demande d'où vient l'argent que prêtent les banques, sa réponse est stupéfiante. Elle le fabrique elle-même avec l'autorisation de la Banque centrale. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez vous achetez un immeuble qui vaut, je sais pas moi, 500 000 €, eh bien la banque va fabriquer 500 000 € à partir de rien. Alors, vous me direz, elle ne fabrique pas 500 000 € de billets. Si, elle fabrique 500 000 € de billets qu'elle peut vous donner. Sauf que c'est une écriture, parce que vous n'allez pas chercher pour payer votre immeuble 500 000 € en billets. Vous le paierez par chèque. Donc ce sera. Mais c'est la même chose. Si vous vouliez le payer en billets, elle vous donnerait 500 000 € en billets qu'elle irait demander à la Banque centrale. Parce qu'elle dit, voilà, j'ai une créance sur monsieur qui vaut 500 000 €, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et la Banque centrale dit, je vous donne 500 000 € en billets. Sauf que comme ces billets, ils ne sont jamais demandés, ça circule sous forme d'écriture. Mais c'est bien de la créer. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. L'argent que les banques prêtent à leurs clients n'est donc pas l'argent des autres, mais de l'argent qu'elles créent de toutes pièces grâce à leur licence bancaire. Mais pour créer de l'argent, une règle est fixée aux banques commerciales. Elles doivent déposer à la Banque centrale une partie de leurs avoirs, qui agit comme garantie. Contre 1 € déposé en garantie à la Banque centrale, les banques ont l'autorisation de créer 9 € supplémentaires. Le livret d'un client à 10 000 € permet à la banque de créer 90 000 €. C'est la planche à billets des banques. Les banques privées prêtent donc à l'État un argent qu'elles n'ont pas, mais qu'elles inventent sous forme de dette. Toute l'économie est irriguée par cet argent-dette émis par les banques. Qui crée la monnaie? Voilà, ça c'est une question de fond. D'où vient la monnaie? Les billets qu'on a, les chiffres sur nos comptes en banque, qui crée ça? D'où ça vient? Gérard Fouché n'est ni expert ni économiste, mais l'auteur d'un petit livre qui décrit les aberrations de notre système monétaire. Blogueur convaincu, il publie des vidéos décalées où il s'interroge sur notre système financier et sur les tabous qui l'entourent. Pour Gérard Fouché, ce n'est pas la dette publique qui pose problème, mais bien la façon dont nous créons l'argent pour l'État comme pour le reste de l'économie. Si on demande aux gens dans la rue d'où vient l'argent, les gens vont tout de suite penser à un billet de banque ou à une pièce de monnaie, ils vont regarder ce qui est marqué dessus, Banque Centrale Européenne, Federal Reserve américaine, la Reine d'Angleterre, qui imprime des billets pour les donner à sa population. Bon. Ça représente environ, selon les pays, selon les époques, ça change un petit peu, mais entre 5 et 15% de l'ensemble de la monnaie qui circule. Tout le reste, c'est-à-dire entre 85 et 95% selon les cas, c'est de la monnaie digitale. Elle n'existe que sous forme de chiffres. C'est-à-dire quand j'achète quelque chose à quelqu'un, mon compte bancaire diminue de 10, il y a moins 10 qui vient chez moi, et pour la personne
à qui j'ai acheté quelque chose, elle reçoit en contrepartie du bien qu'elle m'a donné, plus 10 d'unités monétaires. Et donc ces chiffres-là, ils ne sont pas fabriqués par l'État, ils sont fabriqués par le secteur bancaire, à la demande, et uniquement sous forme de crédit. C'est-à-dire que pour que cette partie de la monnaie existe dans la société, pour que cette partie de la monnaie circule, il faut que quelqu'un soit entré dans une banque et l'ait demandé en crédit et l'ait reçu. À partir de là, quand cette personne-là dépense ce qu'elle vient de recevoir de la banque dans la communauté, dans la société, dans l'économie, ça devient de la monnaie qui circule au bénéfice de tout le monde. L'essentiel de la masse monétaire est créé à partir du crédit, c'est-à-dire de dettes contractées auprès des banques par les particuliers, l'État ou les entreprises. À chaque nouvel emprunt, la quantité de monnaie augmente. Mais s'il n'y a plus d'emprunteurs, elle diminue, car les remboursements précédents assèchent peu à peu la masse d'argent disponible. Dans le circuit, il faut qu'il y ait une masse monétaire. Si tout le monde rembourse ses dettes, qu'est-ce qui reste dans la société comme monnaie? S'il y a 1 million d'euros, voilà, on est 20, il y a 1 million d'euros qui circulent, que certains de nous ont emprunté et qui nous permettent de faire nos échanges entre nous. D'accord? Si ceux qui ont emprunté remboursent leurs millions d'euros, tous, et que collectivement ils ont remboursé 1 million d'euros à la banque, il nous reste combien de masse monétaire pour faire nos échanges? Il nous reste 0, on est bien d'accord. Et quand la masse monétaire, les unités monétaires diminuent dans la société, on a plus de difficultés à trouver de la monnaie. Forcément, puisqu'il y en a moins. On peut moins échanger. La masse des biens, l'activité, elle n'a pas changé pour l'instant. C'est juste le moyen, le symbole, qui va nous permettre de matérialiser nos échanges dans nos comptabilités mutuelles. C'est juste ce symbole-là dont la quantité devient inférieure aux services et aux biens que nous voudrions échanger. Quand la masse monétaire rétrécit, les échanges deviennent plus difficiles. Nous avons moins d'argent. La consommation baisse, alors que les besoins et les produits sont toujours là, et les entreprises font faillite, faute de clients. Il y a un effet de prophétie autoréalisatrice qui fait que plus on emprunte, plus l'économie prospère, plus on emprunte, plus l'économie prospère, plus on emprunte, et à un moment précis, il n'y a plus d'emprunteurs, la confiance baisse, on emprunte moins, l'économie entre en récession, donc on emprunte moins, donc l'économie est encore plus en récession, donc on emprunte moins. Le fait que la monnaie soit créée par le crédit bancaire à 90% en moyenne génère des bulles spéculatives et des récessions. Résumons. La quantité de monnaie disponible dans l'économie dépend du nombre d'emprunteurs, qui dépend lui-même du bon vouloir des banques, seules juges des crédits qu'elles accordent. La monnaie qu'elles injectent dans la société est rare ou abondante, suivant l'humeur des marchés et les conjonctures des prévisionnistes. L'émission monétaire est devenue hors de contrôle des gouvernements, elle se décide loin des parlements et n'a pas l'intention de s'y soumettre. Quand c'est vous qui distribuez les chiffres immatériels qui vont permettre aux gens de tenir leur comptabilité mutuelle, et que vous êtes le seul à pouvoir distribuer ça, parce que vous êtes allié avec la puissance publique coercitive de l'État qui oblige les gens, enfin qui interdit à qui que ce soit de créer des monnaies différentes ou de faire de la fausse monnaie. En fait, ce qu'on appelle de la fausse monnaie, ce seraient des monnaies qui seraient concurrentes à la monnaie monopolistique qui est imposée par la force publique, par la violence de l'État. Donc, le fait de posséder à la fois le contrôle de l'émission de la monnaie et les moyens de l'exiger, d'en exercer le monopole, eh bien, donne un pouvoir infini sur l'ensemble de la société. Parce que quand vous avez ce monopole-là, vous contrôlez les échanges quotidiens de chacun. En France, la perte de cette souveraineté monétaire pourrait commencer le 6 février 1800. Quand Napoléon Bonaparte reçoit la visite d'un banquier parisien nommé Pergaud.
C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle que c'est une banque au service de la France, alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement, les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. La Banque de France est ainsi officiellement créée sur cette ambiguïté. Public ou privé, le mélange des genres est consommé. En échange du monopole accordé aux petits groupes de financiers, Napoléon réclame un prêt que la banque commence par lui refuser. La relation entre la banque et l'État français commence mal. Les décisions étaient prises par des banquiers privés qui siégeaient à ce qui était le conseil d'administration de la banque, qui se réunissaient toutes les semaines et qui prenaient toutes les décisions importantes. Donc la banque était indépendante et elle ne prêtait pas d'argent à l'État, etc. En 1914, il y a un choc majeur, c'est qu'il y a une guerre, on est sur le point de perdre la guerre, et face à cette situation majeure, la Banque de France se met à prêter, pas directement à l'État, mais en fait de plus en plus directement à l'État, et elle prête des quantités très très importantes. Et à la fin de la guerre, elle va continuer à payer pour la reconstruction, etc., de sorte qu'on va avoir, en 10 ans, 1914-1924 à peu près, multiplié par 10 la circulation monétaire de la Banque de France, les prix ont été multipliés par 5, et les rentiers qui étaient l'assise de la société bourgeoise de la fin du XIXe siècle sont tous ruinés. Pour la banque, c'en est trop. D'autant que le gouvernement Herriot, du cartel des gauches, a l'intention de combler le déficit qui perdure en augmentant les impôts. La Banque de France cherche à stabiliser la monnaie. Le gouvernement est d'accord avec cette politique, mais considère que la manière de le faire, c'est d'augmenter fortement les impôts pour que le budget soit équilibré et que par conséquent, il n'y ait plus besoin d'emprunter à la Banque de France. Ce qui est complètement raisonnable. Le problème, c'est de savoir quels impôts on augmente. Évidemment, les régents de la Banque de France n'ont pas les mêmes idées sur les impôts qu'il faut augmenter que le gouvernement de gauche. Et surtout, ils menacent de faire encore plus grave que d'augmenter les impôts sur le revenu, ils menacent de taxer le capital. Et ils menacent de taxer le capital à des taux qui sont beaucoup plus élevés que ceux de l'impôt sur la fortune aujourd'hui, parce qu'ils pensent qu'en gros, il faut prendre une partie du capital, pas juste taxer les revenus du capital implicitement. Il faut prendre une partie du capital, et puis après, ce sera fini. Et ça, c'est absolument hors de question pour les détenteurs du capital qui disent « mais non, il faut augmenter la TVA, parce que la TVA, tout le monde la paye, mais ce sera presque rien pour chacun, et donc ce sera fini. » On connaît, c'est les mêmes questions, toujours. Le milieu des affaires et de la finance organise la riposte. Les bons du Trésor qui procurent à l'État de l'argent frais sont victimes d'un boycott. Le gouvernement Herriot, il est piégé parce que la dette à court terme, la dette flottante, est tellement importante que le simple fait que les gens cessent de renouveler la dette flottante suffit à mettre le gouvernement au bord de la faillite. Et comme il est au bord de la faillite, il est obligé d'aller voir la Banque de France. Et la Banque de France lui dit « Vous voyez que vous ne pouvez pas vous passer de nous ». Et à ce moment-là, politiquement, il est fini, il se casse la figure et le gouvernement change. Pour le Front populaire, arrivé au pouvoir en 1936, le statut privé de la Banque de France est incompatible avec l'intérêt général. La loi du 24 juillet 1936 en modifie les statuts. Les administrateurs de la banque ne seront plus nommés par les actionnaires privés, mais par le gouvernement. Les gens s'interrogent sur l'utilité d'un contrôle par l'État du développement de l'économie. Et prendre le contrôle de la monnaie, c'est évidemment considéré comme la première étape pour pouvoir faire ça.
Et c'est ce qui va se faire en France en 1936, mais surtout en 1945, et qui va être continué quand même pendant toutes les années 40-50. Il y a le plan, qui est une grande institution, avec des instructions sur les activités à financer, les activités dans lesquelles il faut investir. L'investissement est financé par des institutions de financement à long terme, mais en dernier recours, quand il n'y a plus assez d'épargne et qu'on veut quand même faire l'investissement, eh bien, on porte ça à la Banque de France, et c'est la Banque de France qui finance. Laure Quesnoël-Cor, chercheuse au CNRS, connaît bien cette période où la banque est mise au service de l'État. C'est la glorieuse époque du Trésor public, dont les anciens bureaux se trouvaient dans les bâtiments du Louvre jusqu'en 1989. C'est-à-dire qu'on considère que les dépenses publiques de l'État, les dépenses d'investissement, vont permettre de réamorcer la pompe de la croissance. Par exemple, l'État finance des grands travaux de bâtiments et de travaux publics, etc. Donc par là, ça réamorce la croissance. C'est tout simple, hein, c'est les dépenses d'investissement. Et il y a également le dépôt des correspondants. Alors ça, c'est une innovation française, c'est-à-dire que vous avez la Caisse nationale de crédit agricole, les entreprises nationalisées comme la SNCF ou EDF, qui sont obligées de déposer leurs fonds au Trésor. Les comptes chèques postaux aussi déposent leurs fonds au Trésor. Tout ça fait une espèce de trésorerie formidable au Trésor qui peut donc financer et dépenser au nom de l'État. C'était considéré comme un système qui marchait bien, hein, qui a financé la croissance. Hein. On avait 5% de croissance par an à l'époque, hein, pendant 30 ans. Avec le circuit du Trésor public, l'État contourne la Banque de France pour créer sa propre trésorerie et couvrir ses dépenses budgétaires. La recette marche plutôt bien. La France connaît les 30 glorieuses. Donc c'est du financement de l'activité économique, et c'est pour ça que ça ne crée pas beaucoup d'inflation, mais c'est un financement de l'activité économique d'une activité économique qui est assez largement dirigée par l'État. Et ça, c'est aussi une chose qui ne plaît pas beaucoup aux libéraux. Et donc, dans la vague de grandes réformes libérales qui commence dans les années 70 et surtout au début des années 80 en France, on va insister pour remettre la Banque centrale à sa place, sous indépendance complète, de manière à ce qu'elle ne risque pas de se mettre au service de l'État, que ce soit en le finançant directement ou en finançant ses programmes. En 1972, les statuts de la banque sont rediscutés devant le Parlement. Contrairement à ce qu'on leur fait souvent dire, ces nouveaux statuts ne mettent pas fin aux avances gratuites que la banque fait à l'État, mais ils en compliquent l'accès. Le contexte international va faire le reste. Sous l'impulsion de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, la finance est dérégulée et les frontières de l'argent s'évanouissent dans les années 80. Peu à peu, l'État, fortement encouragé par la Banque de France elle-même, se tourne vers les marchés internationaux de capitaux pour emprunter de l'argent. Qui fait ça? Qui demande ça? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les fonctionnaires. C'est les créanciers qui demandent ça. Parce qu'ils ont peur que si l'État met trop d'argent en circulation, il y ait de l'inflation, et que l'inflation a un effet immédiat, c'est que l'inflation ruine les rentiers et les créanciers. Donc, le lobby qu'on va appeler rentiers, créanciers, tous les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des patrimoines, les gens qui, etc., ne veulent pas qu'il y ait d'inflation. Pour eux, la valeur de l'argent est absolument essentielle. L'économie, c'est une bagarre des créanciers et des débiteurs. Tantôt, c'est les débiteurs qui gagnent. Les débiteurs, c'est les salariés et les entrepreneurs. Donc, eux, ils ont intérêt à ce que l'argent se dévalue. Ils ont intérêt à ce que la banque soit contrôlée par l'État. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de liquidités qui circulent. Ils ont intérêt à ce que les taux d'intérêt soient faibles. Et à partir de là, comme eux, ils se sont des débiteurs, leurs emprunts, ils les remboursent vite. Les autres, les petits propriétaires, ceux qui ont des patrimoines, ceux qui ont placé de l'argent, les rentiers, les gros propriétaires, etc., ils ont intérêt exactement inverse. En 1981, la gauche remporte les élections. Et pour honorer le programme de relance qu'elle a promis, elle a besoin du concours de la Banque de France. Nouveau bras de fer entre les services du Trésor public et le gouverneur de la banque. On a un gouverneur de la Banque de France, Renaud de la Jeunière, qui a une grande proximité, qui a été nommé par Valéry Giscard d'Estaing, qui a une grande proximité personnelle et idéologique, disons, avec le pouvoir sortant, et qui n'accepte pas la politique mise en œuvre par les socialistes
à leur arrivée au pouvoir. Il faut bien comprendre que la politique que tentent de mettre en place les socialistes lorsqu'ils arrivent au pouvoir, elle est à contre-courant de ce qui est le courant Reagano-Thatcherien, on va dire, de la politique mise en œuvre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais surtout de la politique mise en œuvre par certains des influents partenaires européens de la France, notamment de l'Allemagne. Et c'est aussi cet argument de la construction européenne que François Mitterrand et les socialistes vont utiliser en 82-83, lorsque va avoir lieu ce fameux tournant de la rigueur, cette réorientation de la politique économique menée par la France. C'est l'argument européen qui va servir à justifier ce que certains ont pu percevoir comme un revirement, voire comme un reniement. La construction européenne va reléguer la Banque de France au second plan, sous le contrôle de la Banque centrale européenne, qui fédère toutes les banques centrales de l'Union. Mais l'objectif reste le même. Indépendance maximum à l'égard du pouvoir politique et des parlements. En quelque sorte, il y avait l'idée qu'il fallait sortir les États du jeu, sortir la puissance publique du jeu, en faisant une banque centrale indépendante d'un côté, des banques privées, de fait, indépendantes des États de l'autre. Alors évidemment, on pourrait dire, aujourd'hui, malgré tout, on est dans une situation particulière. Les États sont en grande difficulté, et en particulier parce qu'ils ont sauvé une grande partie de l'économie privée de la crise. Et il faudrait bien quand même qu'il y ait quelque chose comme un retour du balancier pour les sauver. Et là, la protection des banques centrales, c'est de dire, mais levez des impôts si vous voulez. Nous, on n'a pas à financer ça par la création monétaire. Alors évidemment, les mêmes qui d'un côté disent, quand on est banquiers centraux, on ne va pas créer de monnaie. De l'autre côté, ils disent on ne peut pas lever des impôts parce que ce serait très mauvais pour la concurrence internationale. Donc c'est compliqué. On voit bien qu'il y a aussi des intérêts de groupe, voire de classe, qui sont derrière ça. Mais la doctrine monétaire, elle reste très établie. Alors qu'en fait, on ne sait pas quelle est la quantité de monnaie qu'on pourrait créer, combien on pourrait faire de crédit avant que l'inflation réellement émerge. Prêter aux États est un mécanisme dans lequel la BCE refuse d'entrer, de peur d'y laisser sa monnaie. Elle est prête à toutes les contorsions pour que l'argent ne perde pas sa valeur, autrement dit, pas d'inflation. Toute sa politique monétaire tient dans ce concept. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont un peu pris à leur propre piège parce que finalement, l'inflation telle qu'elle est définie dans le mandat de la BCE, c'est l'inflation des prix à la consommation, c'est-à-dire les prix des biens qu'on achète tous les jours. Il y a des autres prix qui sont le prix des actifs, c'est-à-dire non pas le flux, les biens qu'on consomme, mais le stock de patrimoine, et donc essentiellement les actifs financiers et les actifs immobiliers. Et quand on regarde, depuis qu'on a l'euro, l'évolution du prix de ces actifs financiers et l'évolution du prix de l'immobilier, on a une explosion de l'inflation. La grande majorité de la création monétaire s'est faite pour alimenter des marchés immobiliers et des marchés financiers qui ont généré énormément d'inflation. En réalité, l'indépendance de la BCE n'a pas empêché l'inflation des produits convoités par les banques et les marchés, sur lesquels ils investissent massivement leur pouvoir de création monétaire. Ces masses de monnaie virtuelle, scripturales comme on l'appelle, constituent une sorte de nuage de crédit qui se dilate et se contracte en permanence et sur lesquels les banques centrales n'ont aucun pouvoir. Une fois que la BCE prête de l'argent à une banque privée, à Société Générale, à BNP Paribas, elle n'a plus aucun contrôle, ni sur le taux auquel cette banque va prêter, ni sur ce qu'elle aurait fait comme prêt. Le pouvoir de création monétaire des banques est tel qu'il parasite le circuit de l'argent dans l'économie réelle. De véritables tsunamis de monnaie fondent sur des secteurs entiers de l'économie et font monter les prix. Café, pétrole, immobilier, céréales. L'argent cherche à faire de l'argent. Moi, quand je fais des conférences, je commence à chaque fois en disant « j'ai pas des bonnes nouvelles ». Et si vous préférez rester dans l'illusion que les choses vont bien et que c'est pas trop la peine de se creuser la tête pour essayer de trouver des solutions, il vaut mieux pas écouter ce que je vais vous dire maintenant.
Parce qu'effectivement, quand on apprend qu'on vit dans une société qui est malade, qui subit une prédation permanente de richesse et de production, ça fait pas plaisir. Il y a des phénomènes de déni qui se mettent en place. Et donc c'est difficile de faire passer ces informations-là, parce que le premier réflexe, c'est de dire « Non, attends, arrête, c'est pas possible. C'est pas possible. » C'est sûr que la première fois qu'on dit à quelqu'un « Les 100 000 euros que tu as empruntés pour acheter ton appartement, quand tu es entré dans la banque, ils appartenaient à personne, la banque les a créés pour toi, il va te prendre 20 ans d'intérêt là-dessus. » Soit le mec il se met en colère, soit il dit « Non, attends, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. » Parce que c'est douloureux. Parce que c'est douloureux d'apprendre qu'on se fait avoir, quoi. Comment sortir de ce piège dans lequel l'argent nous enferme? La question n'est pas nouvelle. Après la crise de 29, le député Jacques Duboin s'étonne de ces crises à répétition dans un monde où progrès technique et scientifique rendent l'abondance possible. Sa fille, Marie-Louise Duboin, a conservé toutes ses archives. Elle écrit et continue de militer pour que l'argent redevienne un bien commun. C'était le mouvement français pour l'abondance. Alors, il faut bien comprendre ce que ça voulait dire. Ça se focalisait sur ce qui se passait dans les années 30, où il y avait une crise épouvantable, un chômage épouvantable, et les gouvernements disaient « Ah, la chose importante, c'est de maintenir les prix, parce que, par exemple, il faut que les agriculteurs puissent vivre de la vente de ce qu'ils fabriquent. » Très bien, l'idée, que les agriculteurs puissent vivre, d'accord. Mais ils produisent trop. Ils produisent trop, alors ça fait baisser les prix. Et comme les prix baissent, les agriculteurs, ils vont plus. Alors, les gouvernements disaient, il faut détruire les richesses. Alors, on a organisé, mais systématiquement, des grandes campagnes pour dénaturer le blé. Comme ça, il était impropre à la nourriture, à faire de la farine et du pain. On a versé du lait dans les caniveaux. Il y avait trop de lait, il fallait qu'il se vende cher. On a détruit des troupeaux entiers. Il fallait que la viande soit maintenue à un prix. Mais c'était scandaleux. Mais les médias n'en parlaient pas. Les économistes disaient, mais il y a trop de tout, puisque les prix baissent. Donc il faut détruire l'abondance pour maintenir les prix. C'était d'une logique parfaite et un résultat absolument aberrant. Dans son livre La Grande Révolution qui vient, Jacques Duboin écrivait « Au prix d'efforts surhumains, les hommes ont réussi à obliger l'énergie qui dort dans la nature à faire naître l'abondance. Et ils n'ont rien eu de plus pressé que de lui déclarer la guerre afin de ressusciter cette bienfaisante rareté qui permet de gagner de l'argent. » Je dis ce qui est vraiment la faute de ce système, c'est l'idée que la monnaie doit pouvoir rapporter de l'argent. Donc il faut absolument changer de monnaie. Je ne veux pas dire qu'il faut revenir au franc, à l'euro, au drachme. Non. Il faut changer les fonctions de la monnaie. Que l'argent ne puisse plus du tout être placé contre intérêt. La monnaie capitaliste, elle est créée pour rapporter, pour s'accumuler, pour faire du capital, pour aller toujours pour pomper toujours la richesse au même endroit. Cette monnaie, non, elle ne peut plus servir. Elle mène là où on est. Comment peut-il y avoir surproduction, alors que des milliers de familles manquent du nécessaire simplement parce qu'elles n'ont pas d'argent? L'argent, tel qu'il est créé par les banques, est-il vraiment le meilleur moyen de répartir les richesses de nos sociétés? Ces considérations n'ont rien perdu de leur actualité. Pour Marie-Louise Duboin, notre système de création monétaire n'est pas adapté aux besoins de nos sociétés. La banque a un raisonnement, un objectif, des critères, le rendement que ça rapporte. Que ce soit une collectivité locale, un individu ou maintenant un État, mais ce n'est pas son problème. Son seul problème, c'est que si elle crée de l'argent, j'allais dire si elle prête, parce que le mot est un peu ambigu, si elle crée de l'argent pour un client, c'est pour que ça lui rapporte. Qui décide de ce qu'on va faire? Mais ce sont les investisseurs, ce sont les gens qui ont l'argent et qui vont décider où ils le mettent. Et ils ne le mettent pas en fonction des besoins.
Si demain on fait du bio, on n'en fait pas. Si demain on fait, je sais pas moi, des énergies renouvelables ou pas, c'est uniquement si la banque a décidé que c'était rentable. L'enjeu dans lequel on est, donc maintenant, c'est est-ce que, à l'occasion de cette crise majeure de l'histoire du capitalisme, on va être à même de mettre fin à cette économie de confiscation, donc de re-réglementer la finance, de refaire qu'une banque, ça sert à faire du crédit à des particuliers, à des entreprises pour qu'elles investissent et pas spéculer avec l'argent des particuliers. Bon, est-ce qu'on va être capable de rétablir une économie normale ou bien est-ce que cette économie de confiscation va se poursuivre par d'autres moyens? Voilà, c'est ça l'enjeu du moment actuel. C'est ça l'enjeu du moment actuel. Parce que l'autre choix dont on n'a pas parlé, c'est on ne paye pas. Face à la crise de 2008, un seul pays d'Europe a refusé de payer pour les banques. L'Islande. C'est une île, donc les gens se connaissent, etc. Ils partagent des histoires ensemble, ils sont là l'hiver, ensemble, pas seulement l'été, quand les touristes viennent les voir, et c'est petit, bien. Donc, profitant de cette particularité-là, ils ont une attitude absolument magnifique. Ça veut dire qu'ils sont allés dans les banques et ils ont dit, hop, on sort les actifs domestiques, donc les avoirs des Islandais, voilà. Tout ce qui est actifs étrangers, tout ce qui est activité spéculative, tout ce qui est ce avec quoi les gens se sont gavés pendant des années, terminé, on fait défaut. Suite à la crise des subprimes, la banque privée islandaise Icesave et sa maison mère Landbanski doivent rembourser 4 milliards de dollars à des clients hollandais et britanniques. Le gouvernement annonce qu'il prendra en charge cette dette privée. Face à cet engagement qui menace de plonger le pays dans la récession, la population s'indigne et encercle le Parlement nuit et jour pendant des semaines. Cette résistance de la population islandaise plonge la communauté financière dans la consternation. On prédit à l'Islande la sanction des marchés et la récession si elle s'obstine à ne pas payer. L'affaire Icesave tombe plutôt mal, alors que le pays est en train de remettre officiellement sa demande d'adhésion à l'Union européenne. La Commission est en train de préparer son opinion sur la demande d'adhésion de l'Islande. Et dans ce contexte, des questions comme par exemple le cas Icesave, mais aussi toutes les questions relatives au contrôle des capitaux seront analysées de très près. La pression exercée était, on ne peut pas vous garantir que vous rentrerez, mais si vous ne commencez pas par payer, les négociations vont vraiment mal se passer. L'idée que les contribuables islandais puissent refuser de payer la dette des banques met la Commission européenne de mauvaise humeur. L'Islande a en face d'elle les banquiers de toute l'Europe qui demandent sa condamnation. Au premier rang, l'Angleterre et la City, prêtes à tout pour l'obliger à payer. Les Anglais ont utilisé une loi antiterroriste qui a été émise après 2001 et qui devait être utilisée uniquement contre Ben Laden ou la Corée du Nord. Et elle a été utilisée contre une banque islandaise, sachant que les liens historiques d'amitié, de culture, d'histoire entre l'Islande et l'Angleterre. L'Islande, c'est le pays des Vikings. Ils ont occupé l'Angleterre 36 fois. Il y a des dynasties entières anglaises qui ont des origines vikings dans la nuit des temps. Bah,
Non, ça a mis un sérieux coup de froid, oui, ça a mis un sérieux coup de froid. Les Islandais refusent le chantage. Ils se donnent rendez-vous devant la maison du président. Au petit matin, ils arrivent de toute l'île pour lui demander d'organiser un référendum sur le remboursement de la dette. Ils apportent au président une pétition signée par un quart de la population. Face à cette mobilisation, le président islandais accepte d'organiser le référendum. Le 6 mars 2010, les Islandais votent à 93% contre un remboursement de la dette privée avec de l'argent public. Ce qui s'est passé en Islande, c'est ça qui est normal. C'était une dette privée de banquiers privés vis-à-vis de banques privées. On ne peut pas payer, on fait faillite. Et donc celui qui a prêté indûment subit. Je veux dire, la situation dans laquelle on met l'État responsable d'une dette privée est totalement anormale. L'enfer prédit aux Islandais ne se révèle pas si terrible. Au bout de 2 ans, le pays renoue avec la croissance. Un rétablissement plutôt rapide. Comme les choses vont mieux, une partie des actifs se valorise et reprennent de la valeur. Donc ce qui était totalement impensable à un moment, payer ces 4 milliards, le devient maintenant parce que les choses allant mieux, les actifs de Landbanski prennent de la valeur et donc ils peuvent imaginer payer 4 milliards et éviter une crise majeure. En protégeant l'argent public, les Islandais ont sauvé leur petite île. Cette expérience, peu commentée dans les médias, a débouché sur le projet d'une nouvelle constitution qui protégerait l'État des dérives de la finance. Quelle place tiendrait l'argent dans une société idéale ? C'est sans doute avec un brin de provocation que Michel Robat et sa compagnie de théâtre La Tribouille va jouer une pièce intitulée « Le radeau de la monnaie » dans les murs de l'ancienne bourse de Paris. Oh, tu vois un peu. La Tribouille veut utiliser les décors pour faire réfléchir les spectateurs sur ce qu'est réellement l'argent et débloquer les imaginaires. C'est le tableau des cotations, enfin l'ancien tableau des cotations. Ce qui est marrant d'imaginer, c'est que des gens ici ont paniqué et ont été à un moment donné dans des moments d'euphorie totale, en regardant des chiffres et en regardant des noms de sociétés. Ce qui motive souvent les marchés, ce sont des émotions. Ça peut être la peur, la panique, l'euphorie, des choses qui sont totalement irrationnelles. On est tous chargés d'émotions et ces gens-là qui nous parlent de règles, de choses bien établies, eux aussi sont chargés d'émotions. Et que donc ça joue sur les marchés. Donc on peut très bien, nous aussi, construire des règles, participer de manière démocratique à des choix sur la monnaie, sur les banques centrales, sur l'émission de monnaie, etc. etc. quoi. Le radeau de la monnaie met en scène un spectateur qui veut payer son billet d'entrée avec une caisse de pommes. J'aime ce tintement. Ça teinte comme un appel. Hop là. Bon, hey, on échange les pommes contre un billet et puis voilà. Mais non, mais tu inventes une convertibilité qui n'existe pas. On ne vit pas sur la planète Mars. Non, non, non. Les règles du jeu monétaire sont valables pour tout le monde. Ça vaut combien un kilo de pommes? Non, pas question de convertir. On n'est pas à la bourse, mais dans un théâtre. On est tous des experts dans nos propres vies. Donc l'économie, l'environnement, la monnaie, les systèmes d'échange, on doit pouvoir s'en emparer et trouver des outils pour trouver des solutions, voilà, aux problématiques qui se posent aujourd'hui.
les deux grands fondamentaux sans lesquels il n'y aurait pas d'économie possible, c'est d'une part la nature et d'autre part les humains. C'est la loi de la palisse. Si il n'y a plus d'écosystème vivable, il n'y a pas d'économie, et s'il n'y a plus d'humains, il n'y a pas d'économie non plus. Donc quand on parle des fameux fondamentaux économiques, on devrait dire il n'y a de fondamentaux économiques que pour autant qu'il y a d'abord une préservation des fondamentaux écologiques du côté de la préservation de nos écosystèmes naturels et les fondamentaux humains, anthropologiques, sans lesquels il n'y a pas d'économie possible. Donc la monnaie qui n'est qu'un symbole n'a de sens que si elle garde un lien avec cette réalité qu'elle veut exprimer. Si la monnaie n'a plus aucun lien, ou si ce lien est complètement déformé, non seulement elle ne préserve pas ses fondamentaux écologiques et humains, mais elle a même tendance à les détruire. Le système s'est tellement appuyé sur les banques, a tellement remis les décisions essentielles dont je parlais tout à l'heure dans la création monétaire pour développer une branche ou une autre. Ils ont tellement remis ça aux banques qu'ils se disent aujourd'hui, si les banques pouvaient plus, mais qu'est-ce qu'on ferait? Il faudrait qu'on décide nous-mêmes. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. Mais alors peut-être on nous ferait des reproches, tandis que là, c'est pas notre faute, c'est le système. Là, on peut pas nier aujourd'hui que c'est un échec total. Enfin, je veux dire, le système financier dans lequel on est un échec total, sauf pour quelques-uns. Alors, est-ce qu'un système qui privilégie quelques-uns et laisse sur le bord de la route de plus en plus de gens est une réussite? Moi, je dis que c'est un grave problème pour nos sociétés. Certains trouvent qu'il suffit d'aménager simplement un peu la chose et puis ça ira un peu mieux, quoi. Mais ça, c'est des choix qu'on a à faire, nous. On n'a pas à les laisser à des experts. Qu'allons-nous faire? Face aux montagnes de dettes, faut-il payer? L'argent émis par des sociétés privées peut-il réellement servir l'intérêt général? Combien de crises financières privées entraîneront-elles de crises de la dette publique? Combien de faillites seront-elles encore nécessaires pour que l'argent redevienne le bien commun qu'il devrait être?